Et pour notre clairon, nous recevons Jean-Pierre Bastier, président de l'Union française des amateurs d'armes, UFA. Bonjour Jean-Pierre Bastier. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors je rappelle les faits avant de vous donner la parole. On a eu entre les 18 et 20 octobre dernier une alerte de la Fédération française de tir sportif qui a été victime d'une intrusion dans ses systèmes informatiques. Les pirates ont pu avoir accès aux données personnelles de 250 000 licenciés, 750 anciens licenciés, donc avec des informations du type adresse postale, numéro de téléphone, état civil, mail et numéro de licence. Visiblement, vous allez me dire si on en sait plus, les données médicales bancaires, parce qu'il y a aussi les données médicales dans les fédérations de tir et professionnelles, n'ont pas été divulguées. En tout cas, ces données, maintenant, on craint qu'elles soient utilisées pour commettre des vols par effraction, par usage de fausse qualité en cours et pour évidemment dérober les armes repérées. Et c'est ce qui s'est déjà passé. On a quelques exemples à Limoges, un individu encagoulé, ganté, a forcé une baie vitrée pour entrer dans le domicile de la victime et il a volé 2 armes de poing, 500 cartouches. Puis on avait aussi à Nice, le 13 novembre, un amateur de tir sportif qui s'est déjà fait voler des armes et des munitions par un faux policier, sachant qu'il y avait déjà eu une tentative avec d'autres faux policiers à Paris quelques jours plus tôt. Donc voilà, donc les services anti-cybercriminalité ont édité une alerte face à ce nouveau phénomène pour prévenir les victimes de vol de données, et elle appelait à la plus grande vigilance. Mais en tout cas, nous, ce qui nous inquiète, c'est évidemment réaliser qu'il y a un dark web avec des réseaux qui s'organisent autour de la vente, du vol et de la revente d'armes. Et c'est évidemment tout le sujet. Je propose juste, avant de vous donner la parole, Jean-Pierre Bastier, qu'on regarde un extrait d'un documentaire sur le sujet, d'un reportage, sur le sujet de France Télévisions. On regarde ça. Nous avons repéré cette petite annonce sur le dark web. Un hacker affirme vendre toutes ses données. Prix 10 000 €. Nous avons échangé avec lui. Il nous propose d'acheter les informations de personnalités politiques qui feraient partie, selon lui, de la fuite de données de la Fédération de tir. Pour les célébrités, c'est 100 $ par personne, négociable. Nous n'achèterons pas ces données. Mais pour prouver la véracité de ces informations, le hacker met à disposition 7 échantillons avec des numéros. Certains appartiennent effectivement à des licenciés de la Fédération de tir. Voilà, bon, donc on a bien compris, vol de données personnelles de ces membres de la Fédération française de tir. Jean-Pierre Bastier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus s'il y a des choses à compléter et surtout ensuite quels sont les risques ? Alors, très honnêtement, c'est pas là qu'on attendait une attaque informatique. Oui. On l'a rebooté plutôt du côté du SIA, qui est le service informatique des armes, qui lui détient à la fois les coordonnées des tireurs sportifs, mais aussi la liste des armes qui sont disponibles chez eux. Oui. La faiblesse de ce que vous voulez nous montrer, c'est que tous les tireurs sportifs n'ont pas des armes à la maison. Certains utilisent des armes de club, d'autres des armes air comprimées, donc qui ont une efficacité pour le grand banditisme pour le moins limité. Donc, en achetant des données sur Internet, en fait, c'est un petit peu la pochette surprise. On ne sait pas si on va tomber sur l'adresse de quelqu'un qui a des armes à la maison ou pas. Donc, c'est déjà une première protection en quelque sorte, puisque c'est assez dissuasif pour un éventuel acheteur de ne pas savoir vraiment sur quoi il va tomber. Après les éléments que vous avez cités tout à l'heure, les cas qui ont été enregistrés, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a une corrélation entre les données qui ont été volées et les éléments que vous avez avancés, les faits divers que vous avez avancés. Pourquoi ? Parce que depuis des années, il y a des tireurs sportifs qui se font voler, comme des chasseurs qui se font voler leurs armes de façon opportune. C'est-à-dire qu'on rentre chez eux pour voler les bijoux, la télévision, l'ordinateur, et si on tombe sur une arme, on l'emporte. Donc, il faut ajouter à ça que le battage médiatique qu'il y a eu sur ce sujet-là fait que ça a sans doute donné des idées à des petits voyous qui manquent un peu d'envergure, mais qui se sont dit que ça serait une bonne opportunité, connaissant à droite ou à gauche des personnes qui appartiennent à des clubs de tir, de se rendre chez eux, alors qu'ils n'ont même pas leurs coordonnées volées sur le Darknet, mais uniquement parce que, parce qu'ils ont eu l'opportunité de savoir que telle ou telle personne était un tireur sportif et qu'ils pouvaient effectivement se rendre chez eux en se faisant passer pour un policier ou un gendarme. Donc tout ça pour l'instant est assez flou. La Fédération française de tir ne peut pas communiquer à cause de l'enquête qui est en cours.
ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de vague d'attaque à l'heure actuelle chez les tireurs sportifs. On a effectivement les 2 ou 3 éléments que vous avez cités. Encore une fois, qu'il n'est pas vraiment possible de rattacher au vol de données de la Fédération française de tir. On est dans une situation qui pourrait être une situation que je qualifierais malheureusement de normale pour les cambriolages. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, en fait, c'est qu'il y a une grande angoisse, effectivement, chez les tireurs sportifs. Là, ça, c'est la première des choses. Que le SIA n'a pas été corrompu, c'est-à-dire que on ne peut pas faire de corrélation entre les noms, les adresses et les armes détenues par les gens, puisque c'est sur des fichiers séparés qui appartiennent au ministère de l'Intérieur. Et enfin, ce qu'il faut surtout faire passer comme un message, c'est que si des policiers téléphonent ou des gendarmes téléphonent ou se rendent chez des tireurs sportifs au prétexte qu'ils veulent venir vérifier quoi que ce soit chez eux, il faut pas les laisser rentrer, il faut vérifier leur identité, ne pas hésiter à appeler le 17 pour s'assurer qu'il s'agit effectivement de gendarmes ou de policiers qui ont été détachés chez eux pour faire une vérification, et en fait ne laisser rentrer personne. Pour la petite histoire, il faut savoir que à l'heure actuelle, les tireurs sportifs ont l'obligation, comme les chasseurs, d'avoir des coffres ou des armoires fortes pour enfermer leurs armes, et qu'un gendarme ou un policier n'a pas le droit d'entrer chez un particulier pour aller vérifier son coffre, savoir s'il est bien fermé, s'il y a des armes dedans. Donc en fait, c'est des arguments qui ont été mis souvent en avant, sur les 2 ou 3 cas que vous avez cités, qui ont été mis en avant dans la presse, et ça fait partie justement des choses qu'il faut surtout pas faire. Attention aussi au phishing, avec des messages qui arriveraient d'un service gouvernemental. Il faut vérifier l'adresse internet déjà, et ne pas répondre et ne pas donner des éléments qui pourraient permettre de façon intrusive à des individus d'avoir des informations sur ce qu'il y a à la maison chez telle ou telle personne. Donc déjà, premier élément de ce que j'entends, de ce que vous nous expliquez, c'est que la fuite de ce fichier autour de la Fédération française d'armes, et finalement, c'est un moindre mal. Ça aurait pu être bien plus important, bien plus grave, si le fichier hacké aurait été celui du système informatique des armes, ça, le SIA dont vous parlez. C'est tout à fait ça, oui. D'accord, donc ça c'est... Alors pourquoi? C'est intéressant parce que... alors, vous me direz, la presse n'est pas forcément très avertie, donc... mais pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de bruit autour de ce sujet? Est-ce qu'il y a une volonté aussi peut-être d'utiliser cette information pour faire peur ou pour démobiliser les gens autour de... Je sais pas. Alors, vous connaissez la presse aussi bien que moi. Dès qu'on a un sujet qui est un petit peu intéressant, on le monte en épingle. On oublie de dire simplement dans cette aventure-là que la Fédération française de tir n'a pas été la seule qui a été hackée. Bien sûr. Il y a la Fédération de tir à l'arc, la Fédération d'escalade, de handball. Il y en a une douzaine. C'est sûr qu'a priori, il y a moins de marché noir d'arc. Tout à fait. Ceci étant, c'est franchement pas les cambriolages qui font le plus rentrer des armes dans le grand banditisme. On connaît aujourd'hui les filières qui viennent des pays de l'Est, et on sait comment s'alimentent les voyous des cités. Les armes volées représentent qu'une toute petite partie de l'arsenal, entre guillemets, qui est détenu dans les cités en France, aux 4 coins du pays. Justement, alors, je voulais aborder ce sujet-là parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a les bons citoyens qui ont là, on voit tout le procédé. Il y a une autorisation d'armes, une inscription à la Fédération française de tir, une licence. Bon. Il y a même mieux. Plus que ça, puisqu'aujourd'hui, quand on rentre à la Fédération française de tir, il y a au moins 6 mois d'apprentissage d'école de tir avant de pouvoir manipuler une arme à feu. Il y a entre 6 mois et 1 an pour avoir l'autorisation d'avoir une arme qui tire vraiment avec des munitions modernes, autre que du plomb. Donc effectivement, il y a tout un parcours du combattant pour les citoyens et détenteurs légaux d'armes à feu. C'est pas du tout aussi compliqué pour la voyoucratie en France. Ça, c'est certain. Et ce qui est intéressant aussi, je voulais vous en parler, c'est que il y a une croissance. Et d'ailleurs, là, le Parisien avait appelé plusieurs fédérations locales, notamment les clubs de Lyon, pour savoir si, depuis cette affaire de la cyberattaque contre la Fédération française de tir, il y avait eu peut-être moins d'inscriptions dans les clubs. Et ils disent, au contraire, les clubs à Lyon sont débordés de demandes, il y a des listes d'attente. Ça a suscité cette tension, ce vol de données pourrait même inciter des adhérents, des personnes à adhérer, puisque visiblement, c'est plutôt l'effet inverse. Et il y a cette recherche de pouvoir se protéger contre des cambriolages éventuellement. Et donc,
C'est comme ça qu'on le comprend, c'est-à-dire comment une réaction qui fait que finalement il y a encore plus de gens qui souhaitent s'inscrire. Et puis plus généralement au niveau national, ce qui est rappelé, c'est que la pratique enregistre une croissance de 5% depuis 10 ans. Oui, alors ce qu'il faut regarder, c'est ce qui s'est passé depuis quasiment un siècle. Il y a eu une forte décroissance du nombre de tireurs sportifs, puisqu'ils étaient 500 000 dans les années 30-40. On est tombé très bas dans les années 70-80, et ça redémarre depuis une dizaine d'années, essentiellement lié aux résultats sportifs que font les tireurs français. Ils font des très très bons palmarès à l'international et sur les grandes compétitions, mais aussi lié au fait que le tir sportif, c'est pas une discipline qui est très spectaculaire. On voit des gens derrière des planches sur lesquelles ils appuient leurs armes, tirer sur des cibles, et puis il se passe pas grand-chose sur le plan du spectacle. Or, depuis quelques années, la Fédération française de tir a été très intelligente et a réussi à mettre en scène un petit peu les concours de tir, ce qui a rendu les choses plus attractives. Et ça fait partie aussi des choses, avec la chaîne télé qu'elle a démarré aussi, ça fait partie des choses qui ont incité les gens à se rapprocher de cette discipline-là. Alors bon, j'entends bien ce que vous me dites, le fait que ce soit plus spectaculaire, que la fédération travaille bien, etc. Mais peut-être que vous ne préférez pas le dire, mais moi je vais le dire. J'ai beaucoup de retours de personnes qui nous disent, écoutez, ne se sentant plus en sécurité et la police ou la gendarmerie ne pouvant plus nous défendre, on préfère quand même avoir une arme chez nous. Ça ne veut pas dire que ce sont des dangereux délinquants. Ça veut dire qu'ils préfèrent considérer... Je vais juste vous démontrer à quel point c'est compliqué de se servir une arme qu'on a chez soi. Il faut d'abord qu'elle soit enfermée dans un coffre. Ensuite, que les munitions soient séparées des armes. Donc, imaginez qu'il y ait une tentative d'effraction chez vous. Imaginez le temps qu'il faut, dans la panique en plus du moment, pour taper le code ou attraper la clé, ouvrir la porte du coffre, charger une arme, ensuite sortir de la pièce où on a rangé son arme, tremblotant pour faire face à des cambrioleurs. Franchement, c'est une vision de l'esprit que j'entends, c'est un argument qui revient souvent, mais dans la réalité, quand on sait comment les choses se passent et que ça va très vite, on le voit avec les homejacking qu'il y a de temps en temps dans le pays, que ce soit pour des armes, que ce soit pour autre chose, ça va très vite, et un individu a pas le temps de se rendre dans son coffre, d'ouvrir le coffre, charger une arme. Enfin, ça fait partie un petit peu des fantasmes qui sont véhiculés. Les tireurs sportifs sont des gens sérieux et qui n'ont pas cette pratique de se servir de leurs armes pour se défendre, parce que si c'était le cas, on verrait dans les statistiques ces éléments-là. Or, quand on regarde ce qui s'est passé sur ces 25 dernières années, ce genre d'événement n'existe pas. On est à zéro. Oui, non, mais non, mais moi je dis pas que justement, attention, hein, je cherche pas à incriminer les porteurs d'armes qui cherchent à se défendre, puisque comme vous le dites, ce sont des gens sérieux. Mais peut-être que heureusement, ils n'ont pas eu encore à se défendre parce qu'il n'y a pas eu d'intrusion chez eux. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous le dis clairement. À l'époque, j'avais enquêté sur le sujet. C'était un retour qu'on me faisait. Donc, ce sont des témoignages. C'est pas une invention de l'esprit. Oui, non, mais donc, je comprends que dans vos chiffres, ce ne soit pas forcément, mais que vous souhaitiez mettre en valeur l'effet spectaculaire des nouvelles compétitions. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a une réalité de terrain qui est celle de Français qui en ont ras-le-bol, qui ne se sentent pas protégés, qui se disent je vais faire les choses bien, je vais apprendre à manier une arme, et voilà, on la laisse dans le coffre, évidemment. Mais si l'État ne remplit plus son rôle, un jour, on sera peut-être forcé de le faire. Je vous fais part de témoignages. Je ne vous dis pas que c'est... Non, j'entends bien. Mais ce qu'il faut dire à ces gens-là, c'est que les risques pour eux d'utiliser une arme pour se défendre sont bien plus grands que les risques qu'ils encourent avec un cambriolage. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On l'a vu, d'ailleurs, hier, on a eu une squattée qui finit en prison parce qu'elle a fait appel à des gens pour sortir le squatteur. Donc, vous voyez, et c'est elle qui finit en prison. Et le squatteur, lui, a eu des dommages et intérêts parce qu'il a eu froid dans la maison, c'était pas assez bien chauffé. Je sais pas si vous voyez l'inversion des valeurs. Non, mais vous savez, aujourd'hui, je discutais il y a pas longtemps avec une de vos confrères qui m'interrogeait sur les couteaux, les bombes lacrymogènes, etc., qui aujourd'hui ne peuvent pas sortir de la maison. Et quand je lui ai posé la question de savoir ce qu'elle avait dans son sac à main, elle avait une bombe lacrymogène et ses collègues aussi. Donc, en fait, il y a
la représentation qu'on se fait de sa propre sécurité et la loi telle qu'elle est. Aujourd'hui, pour tous ces petits objets qui étaient en vente libre et qu'on pouvait détenir et transporter librement il y a encore 10 ans, 20 ans, pardon, aujourd'hui, il faut que ça reste à la maison, que ça bouge pas. Et effectivement, quand on est agressé dans la rue, on aimerait bien avoir une bombe lacrymogène pour se défendre. Même ça, c'est interdit, la bombe lacrymogène. C'est interdit de la transporter, oui. Ouais. Donc, bon. Oui. Donc, oui, on aimerait bien pouvoir se défendre, c'est pas toujours le cas. On a bien compris. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bastide, en tout cas, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes président de l'Union française des amateurs d'armes, donc l'UFA. Merci encore. Et merci à vous tous, chers amis. On continue, tant que ça continue. Mettez des pouces.